Une vision pragmatique. Mon organisation est-elle utile? Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette dernière séquence des universités de l'économie responsable, des ateliers. Vous étiez des spectateurs attentifs, très attentifs même depuis le début de ces universités, avec à présent un rôle d'acteur à 100%. Des ateliers qui reposent sur votre participation, votre réflexion, avec deux grands témoins qui sont à la baguette en quelque sorte pour cette cinquième séquence. Gilles Poussier, président de Gens d'événements, et puis vous, David Le Glanaher, vous êtes cofondateur de sites spécialisés dans la transition digitale. Pourquoi ce format d'atelier cet après-midi? Dites-nous tout. C'est un peu une tradition des héros, c'est-à-dire qu'on aime bien se nourrir de réflexions, de perspectives, de prospectives, s'entourer de chercheurs et de gens qui nous aident à déblayer le terrain de réflexion, mais c'est également un terrain d'action pour nous assez naturellement. Et puis pour faire donc à la fois partager cette impression-là avec l'ensemble des gens qui nous écoutent, premièrement, et puis deuxièmement, avec une ambition extrême, qui est de peut-être semer quelques graines de, de conscience d'utilité en fait dans leur cœur. On n'arrivera pas aujourd'hui à ce que chacun puisse avoir une vision sans doute complète de son utilité ou de l'utilité de son organisation, mais le but du jeu, c'est effectivement leur faire éprouver quelques sensations en la matière, de façon à ce qu'ils puissent continuer cette réflexion chez eux, dans leur famille, dans leur entreprise, dans leur service. Et donc, du coup, je vais d'abord introduire un peu le sujet, puis on aura deux séquences d'ateliers que je vais rappeler, et Gilles nous fera un rappel sur le fonctionnement détaillé de la logistique électronique de cette séquence. Alors pourquoi est-ce qu'on a souhaité travailler sur l'utilité? D'abord pour des questions de sens, et je suis très heureux parce que les derniers mots de Monsieur Favreau dans la séquence précédente nous parlaient avec François Guérin de raison d'être. Euh, pour nous, en fait, travailler sur son utilité, c'est l'atterrissage en douceur de la raison d'être. Travailler sur sa raison d'être, c'est un processus qui peut être long, qui se fait notamment avec la direction d'entreprise. Nous, on a voulu avoir un processus un peu pirate, où essayer de faire un peu de raison d'être hacking, comme on dirait aujourd'hui, et de se dire que, en fait, on n'a pas besoin d'attendre que l'entreprise ait défini et validé complètement sa raison d'être, ainsi que le dispositif permettant de le piloter, pour se poser la question de sa propre utilité, l'utilité de son équipe, bien sûr pour ses parties prenantes habituelles, hein, c'est en fait la direction, les clients, ses fournisseurs, etc. Mais en ouvrant les choses complètement, en disant est-ce qu'il y a d'autres parties prenantes plus latérales, on appellerait ça des externalités en fait qui pourraient également bénéficier de ce qu'on fait. Et donc, prendre conscience de ça, c'est pour moi nourrir un terreau sur lequel les travaux justement sur la raison d'être pourront se nourrir de façon beaucoup plus juste que si jamais on le faisait hors sol. La deuxième raison, c'est de nourrir les acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, on constate que moins dans nos entreprises, parce que nos entreprises, il y a beaucoup de sens, hein, évidemment, mais admettons que vous êtes dans un siège social à la Défense, il y a un vrai risque RH qui s'appelle le bullshit job. Hein, le bullshit job, c'est quand vous êtes consolidateur de flux transversaux. Et en fait, les bullshit jobs, c'est formidable, hein, parce que ça crée un nombre de micro-brasseurs incroyables en France. Hein, donc, vive les bullshit jobs, vraiment quelque chose qui participe à la diversité de la bière en France. Mais quand c'est les gens de votre entreprise, en fait, c'est un peu moins sympa. Simplement, en se posant la question de son utilité, indépendamment de la mission qui est marquée sur sa fiche de poste, ou bien dans le descriptif général de son poste ou de son service, eh bien, en fait, on peut créer une valeur supplémentaire. La troisième raison, c'est de guider l'action, parce que de plus en plus, nos entreprises évoluent vers des managements beaucoup plus horizontaux, avec moins de strates hiérarchiques, et donc ce fait s'accompagne d'un besoin d'autonomie aussi des acteurs, et ce besoin d'autonomie, encore faut-il avoir des repères pour pouvoir l'exercer. Donc dans les repères qui sont connus, il y a effectivement les valeurs de l'entreprise, il y a la mission qu'on se donne, mais nous on propose de mettre aussi la réflexion sur son utilité au sens général, puisque
peut-être que travailler, c'est faire exclusivement des choses nouvelles tous les jours, eh bien en fait, on ne pourra pas mettre un cadre RH ou process suffisamment pertinent et suffisamment durable pour faire face à toutes ces nouveautés, alors que la question de l'utilité, en fait, justement, va nous permettre de guider notre action. Et puis moi, le quatrième point, c'est mon préféré. Parce que pour moi, l'utilité et la réflexion sur l'utilité favorisent l'innovation. Comment est-ce qu'on développe l'innovation? La réponse est on ne peut pas. En fait, la seule chose qu'on peut faire avec l'innovation, c'est d'exterminer les freins qui l'empêchent d'exister. Le premier frein, c'est le frein un peu connu, c'est la peur de l'erreur. Donc, dans nos managements, on a mis en place depuis maintenant assez longtemps, effectivement, des droits à l'erreur pour que l'innovation arrive. Mais le principal censeur, en fait, de l'innovation, c'est l'autocensure. Simplement, à partir du moment où vous avez réfléchi sur votre utilité, indépendamment de votre mission et indépendamment de votre fiche de poste, si jamais une idée vous traverse l'esprit et que cette idée va dans le sens de ce que vous avez perçu comme votre utilité, eh bien, soit vous allez la mettre en œuvre directement, soit vous êtes un peu timide et vous n'allez pas oser, mais peut-être vous allez en parler à quelqu'un. Et le fait d'en parler à quelqu'un, ça va lui permettre d'avoir beaucoup plus de chances d'exister. Et donc du coup, on est tenté d'affirmer également que un des bénéfices collatéraux du travail personnel et collectif sur son utilité va donc être un grand contributeur de l'innovation dans nos organisations. Donc pour travailler là-dessus, on va travailler sous la forme de deux ateliers. Un premier atelier dans lequel on va se présenter, faire connaissance. Vous allez voir, ce sont des petits groupes. Merci encore à l'organisation. Vous avez fait un travail assez remarquable. Et on va se présenter, puis on va dire en quoi on pense qu'on est utile, hein, qu'est-ce qu'on fait. Et tout de suite, une fois qu'on s'est dit en quoi on est utile, c'est se dire, je suis utile pour qui? Parce que, en fait, derrière cette question qui paraît complètement anodine, il y a peut-être d'autres acteurs, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on n'a pas identifiés au départ. Je vous donne un exemple. Moi, je dirige une entreprise et dans cette entreprise, je suis plus spécialisé en marketing. Et ben, en faisant du marketing et en embarquant la société civile, ben, on est en train de prendre énormément de stagiaires et énormément d'alternants aujourd'hui, vous savez, qui galèrent enfin, pour trouver des entreprises. Et toujours en faisant ce marketing, en fait, on va contribuer à la formation des jeunes sur le territoire. C'est un exemple qui est un peu anodin, hein, mais c'est juste pour vous donner une inspiration là-dessus. Donc le premier atelier, c'est ça, c'est bonjour, qui je suis. C'est votre prénom essentiellement hein, qui nous intéresse, ne faites pas votre biographie. Et comment, en quoi je suis utile, et puis je suis utile pour qui, et puis les autres veulent s'en sortir libres de venir vous challenger en disant tiens, est-ce que tu as pensé que tu étais utile également pour telle ou telle personne ou tel type d'organisme à côté de ça. Et puis après, on aura une deuxième séquence qui sera plus longue, où on aura un peu plus de temps pour réfléchir, c'est de se dire comment est-ce que, si je modifiais ma façon de faire les choses, c'est-à-dire que vous savez que la raison d'être, on va travailler sur le pourquoi on fait les choses. Hein. Là, on va vous proposer de travailler sur le comment. Comment est-ce que si je modifiais mon comment est-ce que si je modifiais ma façon de faire les choses, ma façon d'être utile, eh bien en fait je pourrais être utile à plus de gens. Ou bien est-ce que je pourrais être utile à davantage, est-ce que je pourrais être utile davantage aux gens pour qui je suis utile aujourd'hui? Et puis, une fois qu'on a fait cette réflexion, je vous propose un bras de levier imaginatoire colossal, qui est de se dire avec qui je pourrais faire alliance pour être encore davantage utile. Parce que au sein de votre entreprise, vous êtes forcément limité par les conditions, les habitudes, la réglementation, mais vous pourriez faire ce que vous faites, peut-être avec d'autres acteurs, que ce soit dans le monde associatif, dans le monde public, dans d'autres entreprises, et ce faisant, vous rendriez le meilleur service, peut-être même un meilleur service, mais vous généreriez peut-être plus d'utilité pour les acteurs que vous avez déjà identifiés, ou bien une utilité nouvelle pour des acteurs. Voilà un peu comment va se passer cet atelier, et je vais laisser la parole à Gilles Poussier pour la suite. Ok. Alors, donc, tout à l'heure, ce midi, vous avez... d'abord, bonjour à toutes et à tous. Vous avez reçu vos numéros d'atelier par email ce midi. Donc, Léo Hardy, de dirigeant responsable de l'Ouest, vous les a transmis
à peu près vers midi. Donc il faut que d'ici la fin de mon explication de texte, qui va durer que quelques minutes, pour ceux qui l'auraient pas fait, vous récupériez dans vos messageries les éléments qui vous permettent en fait de passer à l'étape suivante après mon intervention. Voilà, donc je commence par ça pour que vous puissiez tout de suite aller dans ces directions. La deuxième chose, donc David l'a dit, on a deux séquences. Une première de 15 et une seconde de 25 minutes. Les deux sont séparés par un temps, donc on revient tous ensemble comme nous le sommes maintenant pour faire une pause de quelques secondes et repartir après en atelier. Donc on ne change pas les ateliers. Il n'y aura pas de restitution. Donc ne soyez pas dans le stress éventuel de devoir rendre des comptes à l'ensemble des participants. Il n'y a pas de restitution autre que la vôtre. C'est-à-dire que quand vous allez apporter les réponses, entre autres sur en quoi suis-je utile à votre groupe, ça restera entre vous et il n'y aura pas de diffusion ni de rediffusion. Cette partie des universités ne sont pas soumises au VOD. Voilà. Après, dans la première séquence qui va suivre, vous allez avoir 3 minutes. Donc 3 minutes, c'est assez court. 3 minutes non seulement pour dire votre prénom, ce que vous faites, en quoi ce que vous faites est utile et pour qui. Et une deuxième question à laquelle vous répondez, qui est donc à qui bénéficie ce que je fais, avec effectivement cette vision un peu élargie de votre posture. Donc voilà. Et l'idée, c'est que la personne, et c'est le troisième point, qui prendra le lead de votre petit groupe. Hein, vous êtes sur des groupes qui seront au maximum de 6 personnes, 5-6. Le lead est pris en général par un membre de DRO. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Une partie a été initiée à l'animation de ces ateliers, mais pas tous. Donc, certains vont découvrir et vont devoir faire preuve d'adaptation. Et là, l'animateur donc va avoir un double rôle. Un premier qui est donc celui d'apporter une sorte d'équité de temps de parole à chacun des participants du groupe, et le deuxième de donner un petit peu le rythme pour que on n'oublie pas de se présenter et que chacun réponde bien à la question. Voilà. Et à la fin de ce temps, vous allez avoir un décompte qui va apparaître à l'écran. Donc vous ne serez pas gêné par l'horaire. Au bout de 15 minutes, vous revenez en cliquant simplement sur le lien qui va vous être envoyé pendant votre atelier. Et vous aurez donc juste à cliquer sur un lien URL. Voilà. Alors, pour revenir en plénière, on l'a dit, si par hasard vous aviez un souci, et en fait, vous disposez de 2 canaux pour solutionner cette éventualité. Le premier, c'est que vous avez sur la plateforme en fait un bouton en haut à droite qui s'appelle Aide et support. Et sinon, vous avez un numéro de téléphone qui s'affichera dans les chats et qui vous permettront donc d'appeler au pire pour rejoindre, puisqu'en fait chaque atelier est une plateforme à lui seul, et donc il y a de la visio, donc ça peut effectivement chatouiller les pare-feux. Voilà, j'en ai terminé. À partir de maintenant, donc va s'afficher à l'écran pour vous la liste donc des ateliers. Donc là, je laisse le soin aux équipes de la plateforme d'envoyer à l'image la liste des ateliers, et il vous suffit de cliquer sur l'atelier de votre pas de choix, mais du choix de ce que vous avez reçu ce midi. Donc voilà, donc ceux qui connaissent leur numéro d'atelier, je suis dans l'atelier numéro 9. Donc à partir de maintenant, top départ, on se rejoint dans nos ateliers.
Du coup, Capucine, on est d'accord que là, j'ai 80 personnes sur le direct qui m'ont répondu. Attends Léo, on t'entend. Alors attention une seconde, là j'ai un problème là. bonjour à nouveau. Donc j'espère que tout le monde est revenu au direct. On va attendre un tout petit peu le temps que j'ai la confirmation que l'ensemble des participants nous ont rejoints. Pendant ce temps-là, ce que je vous propose, c'est d'évoquer la suite. Alors, vous avez tout à l'heure, David nous a parlé de la deuxième séquence, donc appelée la séquence numéro 3. Cette fois-ci, c'est sur l'alliance. Alors, je répète ce que David a dit tout à l'heure. Hein, donc, vous avez cette fois-ci une question à poser qui est quelles nouvelles alliances pourrais-je nouer? Donc, dans le cadre des raisons d'être que vous avez pu évoquer tout à l'heure, vous allez pousser la réflexion cette fois sur quels sont les nouveaux interlocuteurs, les nouvelles personnes, les nouveaux experts, les nouvelles entreprises, les nouvelles marques, les nouvelles associations, collectivités avec lesquelles vous allez pouvoir créer des alliances pour que vous bénéficie au plus grand nombre. Voilà. Et après, en modifiant mon comment, vous puissiez y trouver donc une utilité pour les gens qui en bénéficient déjà, voire produire de l'utilité pour de nouvelles personnes. Voilà. Donc ça, c'est la première étape de l'étape suivante. Donc pour les animateurs, cette fois-ci, vous avez un temps un tout petit peu plus long. C'est vous qui allez effectivement à nouveau laisser la parole tour à tour à l'ensemble des participants. En fait, vous allez avoir de façon symbolique 3 post-it et donc chacun va pouvoir répondre à ces questions avec 3 propositions maximum. Essayez de faire de façon toujours synthétique et de répondre en même temps à l'ensemble des questions. Donc l'objectif effectivement pour vous, c'est de vous faire prendre conscience effectivement que vous pouvez étendre votre utilité et surtout avec des alliances ou grâce à des alliances trouver un certain nombre de plus-values dans ce que vous faites et dans ce que vous pouvez développer. Voilà. Ben, écoutez, je vous laisse pour le coup retourner dans vos ateliers, essayez de retrouver les mêmes ateliers que celui que vous aviez tout à l'heure et je vous donne rendez-vous à la plénière de fin avec Lionel Fournier. À tout à l'heure.
les temps qu'on a eu et la qualité
C'est ainsi que s'achève cette séquence, ces ateliers au cours desquels vous avez pu réfléchir à l'utilité de votre organisation. Merci à vous tous, vous, tous les participants, aux intervenants également, David Le Glanaer et Gilles Poussier, président de Gens d'événements, grand architecte de cet événement, justement, ces universités de l'économie responsable 100% digitale. Merci à lui, ainsi qu'à Karen Huger, Léo Hardy, Fabienne Piou, Eric Kochter, Capucine Royer-Feltes. Merci donc David et Gilles pour tous ces événements, pour cette séquence également. Et je crois qu'après 2 jours très riches en enseignements, vous ne me contredirez pas, messieurs, il est temps de passer la parole au président des Hérault, dirigeant responsable de l'Ouest, Lionel Fournier. Bon, très bien. Bah, écoutez, merci Maxime. Donc moi, ce que je voulais, c'est avant tout remercier les nombreuses personnes qui se sont connectées pendant toute cette séquence. Hein. Je pense qu'on doit être, je n'ai pas le chiffre exact, hein, je vérifie, mais non, je n'ai pas encore eu le chiffre exact, mais d'après le décompte qu'on imaginait, à 14 heures, on devrait dépasser les 700 connexions. Donc c'était un... Ah ben non, c'est pas les 700, c'est 1000. Vous voyez que nous avions péché par pessimisme, donc 1000 connexions sur ces 2 jours. Voilà, je pense qu'on n'aurait pas pu obtenir ce résultat en présentiel, évidemment. Et puis en plus, enfin voilà, je pense que la valeur est probablement encore plus forte. Je pense que de rompre dans son organisation de la journée pour aller écouter quelque chose en direct. Enfin, je crois que c'est significatif de l'engagement que vous avez eu. Quelques mots peut-être pour partager ma conclusion à moi, ce qui n'est pas la conclusion évidemment que chacun en tirera, mais peut-être quelques mots de conclusion. Moi, ce que je me suis dit pendant ces débats, c'est qu'en fait, vous savez, l'ambition de Hérault, c'est d'expérimenter, de faire évoluer nos organisations, nos entreprises pour répondre à l'urgence sociale et environnementale et contribuer à l'émergence d'un futur désirable. Et finalement, dans nos travaux, hein, en particulier lorsqu'on a lancé le scénario de transition et nos chantiers, il y avait en particulier 2 grandes objections qu'on nous fait. La première, c'est de nous dire, mais oui, ok, tout ça c'est très bien, mais au fond, pourquoi le faire? Parce que l'homme a montré qu'il était capable de toujours s'adapter et de toujours trouver les outils technologiques et les solutions technologiques qui permettaient de faire face. Donc, il n'y a peut-être pas besoin de trop se préoccuper des questions climatiques et de l'environnement, on trouvera bien des solutions. Or, que s'est-il passé? Je crois en fait, un tout élément naturel microscopique a finalement bouleversé, est venu percuter avec des conséquences lourdes parmi les pays les plus avancés technologiquement. Donc, ça ne veut pas dire que la science et la technologie ne nous ont pas aidés pour vivre cette crise, et je pense qu'heureusement qu'on les avait, mais en tout cas, elles ne nous ont pas protégés de l'impact fort que nous avons vécu. Donc, sur d'autres dangers que vous pouvez avoir et d'autres problématiques que nous pouvons avoir sur le plan environnemental en particulier, évidemment que on pourra plus dire ça de manière très, très réaliste. Et puis, la deuxième objection qu'on nous faisait, c'est de nous dire, vous voyez, j'en parle déjà au passé, mais finalement, l'être humain étant ce qu'il est, l'intérêt personnel et en particulier financier à court terme finira toujours par prévaloir. Donc c'est bien beau, mais on ne va pas y arriver. Et ce que j'évoquais tout à l'heure avec Virginie, qu'elle ne partageait pas complètement, mais au fond, quand on regarde quand même les choses, à quelques exceptions près, et en particulier le Brésil, l'ensemble des pays, même ceux qui au départ ne l'envisageaient pas, et je pense en particulier à la Grande-Bretagne, ont bien dû arrêter leur activité, en tout cas ralentir fortement leur activité et leur économie pour préserver la santé, en particulier des plus fragiles, parce qu'on sait ce virus est mortel en particulier pour les plus âgés. Donc, et finalement, même si quelques entreprises, et je trouvais intéressant que Virginie en fasse mention, protestent et puis demandent des comptes, au global, on voit en particulier dans un pays comme la France, même si on a tous notre avis sur la manière dont il fallait gérer, en tout cas, voilà, je pense que l'idée qu'il fallait au moins un moment protéger la vie a été prévalente. Donc ce que je me dis, c'est que cette même envie de protéger la vie, eh bien, c'est sûrement un levier sur lequel on peut agir pour poursuivre nos chantiers et notre évolution. Sachant que, bien entendu, pour des Hérault,
l'économie est indispensable pour vivre, pour survivre, l'écologie est indispensable et la cohésion sociale est indispensable pour qu'on arrive à avoir une économie et une écologie qui puissent aller de pair. Alors maintenant, comment faire? Eh bien, pour moi, je vois deux choses, deux leviers importants, deux axes. Le premier, c'est comprendre, c'est la connaissance. Et je pense que on a fait en particulier pendant ces 2 jours, on a fait progresser peut-être la compréhension des choses. On a partagé des éléments scientifiques, hein, en particulier, et pas seulement pendant l'atelier sur les gaz à effet de serre. Donc je pense que voilà, nous on a une action pragmatique. Nous ne sommes pas des idéologues. On essaye de comprendre où sont les vraies problématiques et d'agir de façon à la fois pertinente, précise et on essaye sans a priori. Et moi, j'ai bien aimé quand André Tchemetov nous disait, mais il faut se garder des vérités trop vite pensées ou trop affirmées. Il faut expérimenter, tester et accepter de changer d'avis. On est vraiment dans cet axe-là. Le deuxième axe qu'on a démontré aujourd'hui, et je crois que c'est vraiment assez original, c'est ce qu'on est en train de faire avec les ateliers. Moi, j'ai été marqué par l'engagement et le fait qu'on commence à accepter de partager des choses, de partager les investissements. De partager aussi le fait, et qui n'est pas évident, de dire, par exemple, j'envisage certaines entreprises, on est une dizaine d'entreprises à envisager, que des collaborateurs puissent aller travailler quelques jours par semaine dans des entreprises qui ne sont pas la nôtre et vont peut-être même pouvoir, pourquoi pas, être démarchés par ces entreprises pour venir y travailler. Donc, vous voyez, on est en train de dépasser probablement des égoïsmes ou en tout cas des intérêts uniquement vus à titre personnel pour être capable d'avoir une certaine notion de solidarité. On peut même parler de fraternité ou de sororité. Et je pense que le fait que chez Dero, on se connaisse et qu'on partage des choses depuis des années, je pense que ça nous aide beaucoup. Et puis je pense que ce qui nous aide beaucoup, on parle beaucoup de territoire, ben je pense que là, le fait qu'on partage ce territoire nous aide beaucoup à cette solidarité. Donc, vraiment, moi, ce que je retire, c'est que la période que nous vivons a plutôt validé et plutôt renforcé notre projet. Donc, on va poursuivre et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et là, je pense qu'on aura aussi à partager des projets nouveaux, mais surtout beaucoup de réalisations sur notre chemin et notre scénario de transition. Et au global, je pense que nous soyons capables aujourd'hui d'adapter nos entreprises au monde qui vient, d'adapter leur modèle économique et de faire en sorte que ces entreprises apprennent comment on vit dans ce contexte environnemental, climatique, social différent et comment on s'adapte et comment on y contribue. Je pense que ça leur donnera un avantage compétitif et ça leur permettra évidemment d'être plus durables. Voilà. Et puis les remerciements, ils ont été donnés par Maxime. Évidemment, je me suis à lui pour remercier notre chef d'orchestre, vraiment pour organiser, Gilles Poussier, un très gros travail. Évidemment, Karen et Léo. On a vu David là aussi, et je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier, mais ils se reconnaîtront. Vraiment un grand merci à toutes les personnes qui ont donné du temps pour la réussite de ces universités. Et on le sait bien, on avait tous autre chose à faire que de le faire. Donc là aussi, c'est faire preuve de générosité et ça va vraiment dans le sens de ce qu'on veut faire. Donc merci beaucoup. Donnez votre avis, réagissez, revenez vers nous et puis surtout prêtez-nous main forte. On a besoin de vous pour avancer. Merci et bonne soirée et bon week-end à tous.